Bonjour et bienvenue sur Europe Hebdo, votre revue de presse européenne hebdomadaire. Pour cette 14e semaine de 2025, l'avis de l'Union revient sur l'échec du PPE à mettre fin aux subventions environnementales, sur le basculement du fonds de cohésion vers la défense, sur la mise en place des droits de douane par les États-Unis et sur les premiers pas de l'omnibus au Parlement européen. Dans le club des 27, la Hongrie annonce son départ de la CPI, la Grèce annonce son plan de modernisation de son armée, l'Italie est sous le choc après 2 féminicides, la Roumanie poursuit des militaires ayant combattu au Congo et l'Allemagne démantèle Kitflix. Et chez nos chers voisins, l'opposition turque appelle au boycott, Milorad Dodik n'est pas vraiment inquiété par les autorités bosniennes et le cessez-le-feu est inapplicable en Ukraine. Passons sans plus attendre à l'avis de l'Union. Parlement européen. Le PPE échoue à mobiliser ses eurodéputés pour mettre fin aux subventions aux ONG environnementales. Lundi 31 mars, le Parlement européen devait voter une déclaration d'insatisfaction déposée par le Parti populaire européen et le Parti des conservateurs et réformistes européens. Depuis quelques mois, droite et extrême droite accusent la Commission européenne de faire signer des contrats aux ONG environnementales en parallèle des subventions du fonds LIFE, où elle s'engage à défendre le point de vue de la Commission. Une pratique jamais prouvée, mais sur laquelle la droite et l'extrême droite s'appuient pour justifier le définancement des ONG environnementales. Un mélange de méconnaissance de la structuration des subventions, qui repose sur du cofinancement, mais aussi sur une rhétorique qui accuse la Commission européenne d'aller contre le vote populaire tout en affaiblissant des lobbies dits citoyens. Ils parlent d'abus d'influence et prétendent défendre la séparation des pouvoirs. Cependant, le PPE semble assez partagé sur le sujet. Des divergences qui ont contribué à la défection de 5 eurodéputés et au rejet de la motion à 41 voix contre, 40 pour et 2 abstentions. Encore une fois, la droite a tenté de s'appuyer sur l'extrême droite pour faire passer la motion. Une tactique qui pourrait leur coûter cher puisque certains eurodéputés du PPE se sentent affaiblis par une telle tactique au niveau national. Fonds de cohésion. La Commission veut réaffecter 392 milliards d'euros à la défense. Le fonds de cohésion représente pour un tiers le fonds de développement régional des régions qui ont un PIB inférieur à la moyenne européenne. Comme promis, la Commission amorce une révision du budget pluriannuel 2021-2027 pour réorienter l'argent vers l'industrie de la défense. Au lieu de financer des entreprises dans des régions économiquement peu performantes, la Commission compte bien viser les grands groupes dans le secteur de la défense. 90% des fonds seront réorientés vers elles, sans restriction géographique ou de taille d'entreprise. Les mêmes règles s'appliqueront et il reviendra aux États membres d'être plus sélectifs dans l'octroi des subventions et potentiellement viser des entreprises qui dépendent de sous-traitants pouvant faire rayonner toute une région avec plusieurs TPE et PME dans leur sillage. La Commission espère pouvoir pousser des PME vers une capitalisation moyenne, c'est-à-dire qu'elle atteindrait le poids critique entre 250 et 3000 employés. Les États membres seront autorisés à réaffecter les fonds du Fonds de cohésion vers InvestEU pour attirer des fonds privés dans les secteurs stratégiques. Dans le même temps, la Commission européenne veut proposer de doubler le financement pour le logement abordable et le porter à 15 milliards d'euros. Commerce. Les droits de douane appliqués par les États-Unis s'élèvent à 20%. Depuis son investiture, le 20 janvier, Donald Trump avait promis de dégainer des droits de douane à l'encontre de ses principaux partenaires commerciaux qui l'accusent de profiter du commerce avec les États-Unis et de creuser le déficit commercial du pays. Mercredi 2 avril, il présente à la Maison-Blanche un tableau graphique avec les droits de douane appliqués à chaque pays devant un parterre d'ouvriers des industries qu'il entend défendre. Pour l'Union européenne, il annonce 20%,
des droits de douane généraux qu'il ajoute aux 25% sur l'aluminium et l'acier, mais aussi sur l'industrie automobile. Une annonce qui a fait plonger les bourses du monde entier avec en moyenne 5% de pertes. Les grands perdants de cette manœuvre, ce sont les géants de la tech américaine. Les actions d'Apple, par exemple, ont perdu 8% de leur valeur à la clôture des marchés mercredi soir. Malgré cette annonce, la Commission européenne veut continuer de discuter et de miser sur les négociations pour trouver une porte de sortie. La vraie raison de ces droits de douane ne sont pas le déséquilibre économique, mais plutôt la réglementation des zones économiques visées. Le Royaume-Uni ne s'est vu appliquer que 10% des droits de douane, certainement en raison de leur proximité réglementaire. Donald Trump ne cesse de répéter qu'il veut faire tomber les barrières commerciales non économiques dans l'Union européenne. Le DMA, DSA et le RGPD, qui justifient les énormes amendes infligées aux géants de la tech américaine pour non-respect du droit de la concurrence et de la protection des consommateurs et des données. Le règlement sur l'IA, qui a placé des garde-fous que les États-Unis considèrent comme des freins à l'innovation, mais surtout comme des atteintes à la propriété intellectuelle. Sur l'alimentaire, Donald Trump entend bien exporter son poulet au chlore et son bœuf aux hormones, même si ça ne correspond pas aux normes sanitaires en vigueur dans l'Union. La Commission réfléchit à la suite à donner. Certains États membres demandent la mise en place de l'instrument anti-coercition créé en 2021 qui permettrait de mettre en place des droits de douane punitifs avec des mesures empêchant l'accès au marché public européen, mais aussi il limiterait les investissements européens aux États-Unis. La problématique est que certains pays sont très dépendants des États-Unis et ne veulent pas des bravades françaises, par exemple, pour réagir aux droits de douane. Les 27 doivent rencontrer lundi le commissaire européen au commerce, Maroš Šefčovič, pour affiner la stratégie vis-à-vis des États-Unis. En parallèle, la présidente de la Commission européenne s'est rendue jeudi à Samarcande, en Ouzbékistan, pour un sommet UE-Asie centrale destiné à approfondir les relations. L'Asie centrale dispose de minerais et de terres rares essentielles à la stratégie industrielle et à l'autonomie stratégique de l'Union. Un sommet qui a débouché sur une promesse de financement de 12 milliards d'euros de la part de l'Union européenne. 2,5 milliards d'euros seront destinés aux matières premières critiques, 3 milliards au développement du corridor du milieu, 6,4 milliards d'euros pour les projets environnementaux et 100 millions d'euros pour la connectivité numérique. Le bémol, c'est que les pays d'Asie centrale ne respectent pas les normes internationales de minage, ce qui pose une question éthique dans la conclusion d'un accord avec les pays d'Asie centrale. Mais il en va aussi de l'autonomie de l'Union. Environnement. L'omnibus s'attaque déjà aux normes environnementales. Je vous en parle depuis quelques semaines. La simplification promise par la Commission européenne se matérialise désormais. Et comme je le mentionne à chaque fois, la simplification administrative cache une dérégulation environnementale. Sous l'égide de la droite et de l'extrême droite, le Parlement européen a voté en procédure accélérée le projet de simplification des textes européens, couramment appelé Omnibus. Il a pour but affiché de remettre en priorité la compétitivité des entreprises. Même si la Commission européenne réaffirme que l'omnibus n'a pas pour but de saper le pacte vert, en réalité, cela va permettre d'en retarder l'application, voire d'annuler les éléments les plus ambitieux du pacte. Parmi eux, l'obligation pour les entreprises de faire des rapports annuels sur leur impact environnemental et social. Le texte sur l'omnibus poursuivra donc son chemin en commission parlementaire où il fera l'objet d'amendements dès la semaine prochaine. Passons désormais au club des 27. Hongrie. Viktor Orban profite de la venue de Benjamin Netanyahou pour annoncer le retrait de la Hongrie de la CPI. Le 21 novembre 2024, la Cour pénale internationale, basée à La Haye, aux Pays-Bas, annonçait délivrer un mandat d'arrêt international à l'encontre du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Dès le lendemain,
Viktor Orban lançait l'invitation pour qu'il vienne à Budapest. Une invitation qui s'est matérialisée cette semaine pour une visite de 3 jours du Premier ministre israélien. Un geste de défi à l'égard de la Cour, alors que la Hongrie a signé son adhésion au statut de Rome en 1999 et que la ratification de l'adhésion a eu lieu en 2001 lors du premier mandat d'Orban. Entre-temps, Viktor Orban s'est fendu de saillies antisémites afin de récupérer des électeurs du Jobbik, le parti d'ultra-droite antisémite, désormais beaucoup moins sulfureux, la faute aussi à la surenchère d'Orban. Viktor Orban s'est d'ailleurs beaucoup enfoncé dans le complotisme antisémite avec la fameuse figure de George Soros. Pas suffisant pour Benjamin Netanyahou pour le considérer comme ennemi des Juifs et d'Israël. Les deux anciens libéraux devenus ultra-conservateurs veulent mettre l'état de droit à terre. Benjamin Netanyahou s'est rendu à Budapest mercredi soir. Il a été reçu avec tous les honneurs militaires jeudi matin. Dès mercredi, la petite musique de la sortie de la Hongrie de la CPI se faisait entendre. Il a profité de la conférence de presse conjointe avec le Premier ministre israélien pour annoncer que la Hongrie allait entamer la procédure de sortie. Autant dire que la Hongrie avait encore l'obligation de faire appliquer le mandat et de procéder à l'arrestation de Benjamin Netanyahou en vertu de ses obligations légales. Une posture rendue possible après les déclarations françaises, allemandes et polonaises de ne pas faire appliquer le mandat d'arrêt. L'administration Trump a mis la CPI sous sanction. Aussi, la CPI n'a pas de levier de sanction à l'égard des États membres. Viktor Orban justifie la non-application du droit de la CPI par la non-ratification d'un protocole qui permet la mise en application des statuts de Rome. L'annonce seule de son départ ne déclenche pas la sortie. Il faut déposer le dossier au secrétariat des Nations Unies et la sortie se fait 1 an après le dépôt du dossier. En quittant la CPI, la Hongrie deviendra le premier pays de l'UE à ne pas être membre de la CPI. La question se pose donc de la jurisprudence communautaire qui fait référence aux traditions démocratiques partagées qui deviennent de moins en moins évidentes avec la Hongrie. Grèce annonce d'un plan ambitieux pour le renforcement de l'armée. Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis avait déjà annoncé son plan le 2 mars, mais cette semaine, il l'annonçait devant le Parlement grec. Face au contexte géopolitique qui bouge très vite, Kyriakos Mitsotakis veut mettre l'armée grecque dans les meilleures dispositions. Il annonce un plan de 25 milliards d'euros jusqu'à 2036 pour moderniser son armée. Cela passera par l'achat de 20 avions de combat F-35, le renforcement du dôme anti-aérien et antimissile nommé bouclier d'Achille, avec renforcement de l'arsenal de drones navals et aériens. Il faut dire que la Grèce a toujours respecté les critères de l'OTAN, même lors de la crise de la dette, où elle n'est jamais passée en dessous des 2% du PIB en matière de défense. Il faut dire que les velléités de la Turquie en mer Égée appellent à la prudence et à la préparation. En 2024, le budget pour la défense s'élevait à 6,13 milliards d'euros. Pour 2025, ce sera le double, permettant à la Grèce de dépasser les 3% en matière de défense. Un bon signe à l'attention des États-Unis avant le sommet de l'OTAN en juin. La Grèce se place déjà dans les traits du plan Réarmer l'Europe, désormais renommé Préparation 2030. L'autre objectif est de relancer l'industrie militaire grecque. Elle participe actuellement à hauteur de 3% au programme de défense nationale. L'ambition est de la faire participer à hauteur de 25% en permettant une coopération accrue avec le monde universitaire et avec les entreprises privées. Italie, 2 féminicides secouent le pays. Elles s'appelaient Ilaria Sulla et Sara Campanella. Elles avaient toutes les deux 22 ans. Elles ont toutes les deux succombé à un féminicide. 1 an et demi après l'affaire Giulia Cecchettin, battue puis poignardée à mort par son ex-petite amie et cachée dans une grotte dans un sac en nylon, l'effroi s'empare à nouveau de l'Italie. L'affaire Cecchettin avait déjà beaucoup ému dans l'opinion publique transalpine.
Ilaria Sulla était étudiante à l'université La Sapienza à Rome. Elle a été poignardée par celui avec qui elle venait de rompre, Mark Anthony Sampson. Disparue le 25 mars, Ilaria Sulla a été retrouvée dans une valise, jetée dans une décharge sauvage dans les environs de Rome. Le suspect a avoué. Pour Sara Campanella, elle a été assassinée par Stefano Argento, un homme qui l'a convoitée, mais à qui elle a répondu qu'elle n'était pas intéressée. Elle a elle aussi été poignardée à Messine, en Sicile, en pleine rue, en plein jour, devant témoins. Il dit avoir développé une obsession pour elle. Il semble que son refus lui ait été insupportable. Mais cette semaine, en l'espace de quelques jours, ces deux meurtres viennent raviver le sentiment que les femmes ne sont pas protégées. Le gouvernement italien a bien essayé, en créant un crime de féminicide bien distinct de la notion d'homicide adoptée au mois de mars. Mais rien n'y fait. Au-delà de l'arsenal répressif, c'est une question d'éducation et de prévention, comme le souligne le Corriere della Sera, qui dans son édito appelle à une révolution culturelle pour éduquer à la non-violence et au respect de l'autre. De nombreux rassemblements ont eu lieu en Italie pour demander de lutter plus fortement contre les féminicides et de se doter d'outils pour ça. L'Italie n'a pas de décompte officiel des féminicides. Le ministère de l'Intérieur, par le croisement des données, en décompte 99 sur l'année 2024. Malgré le fait que les deux tueurs soient blancs, le ministre de la Justice Carlo Nordio, du parti Fratelli d'Italia, ramène ces violences à des violences culturelles d'ethnies différentes. Roumanie. Des militaires poursuivis pour avoir combattu illégalement en République démocratique du Congo. Suite à une enquête interne, le ministère de la Défense a découvert que plusieurs centaines de réservistes, mais aussi des militaires de l'active, se sont rendus en République démocratique du Congo pour travailler pour la société militaire privée, autrement dit une agence de mercenaires, d'Horatiu Potra, le chef de la sécurité de Colin Georgescu. D'après le ministère de l'Intérieur, ce sont 466 militaires de réserve, donc ceux qui ont atteint la limite d'âge pour l'active, ceux qui ont démissionné ou ceux qui ont des problèmes de santé, qui se sont rendus en Afrique. 7 militaires d'active ont été identifiés comme ayant travaillé en République démocratique du Congo entre 2023 et début 2025, alors qu'ils étaient en congé parental. En quittant le pays sans autorisation et en s'engageant dans des activités en dehors de leurs fonctions militaires officielles, ils s'exposent à de lourdes sanctions. Même s'ils sont soit encore en congé parental, soit réintégrés à leur unité, ils sont sujets à des procédures disciplinaires administratives qui pourraient déboucher sur des procédures judiciaires. Le dossier d'un d'entre eux a été renvoyé au procureur militaire, ce qui devrait suivre aussi pour les 6 autres. Pour les réservistes, le ministère procède au cas par cas. Certains réservistes ont été réintégrés sans problème, puisque le ministère de la Défense a considéré qu'ils ne représentaient aucun risque. Mais ces cas en disent long sur la pénétration d'Horatiu Potra dans l'armée roumaine et sur les leviers dont il dispose. En témoigne l'équipée lourdement armée qui voulait renverser Bucarest le week-end suivant l'annulation du scrutin présidentiel en décembre dernier au profit de Colin Georgescu. Allemagne, Kitflix démantelé. C'est le plus grand coup de filet dans le cadre des démantèlements de réseaux pédocriminels depuis la création d'Europol en 1999. 1400 suspects ont été interpellés dans le cadre de l'enquête sur la plateforme de streaming illégale de contenu pédopornographique Kitflix, qui cumulait plus de 91 000 vidéos pour une durée totale de 6 288 heures. Créé en 2021, Kitflix a cumulé plus de 1,8 million d'utilisateurs depuis avril 2022. 38 pays étaient impliqués dans l'enquête, dont les États-Unis, le Canada, la Colombie, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. La police bavaroise a procédé à plusieurs interpellations et les enfants identifiés en Rhénanie du Nord-Westphalie et en Brandebourg ont été mis en sécurité.
Passons enfin à la rubrique Nos chers voisins. Turquie. Un appel au boycott pour affaiblir le pouvoir. Mercredi 2 avril, le Parti républicain du peuple, le CHP, a renoncé à son rassemblement à Istanbul. Pour autant, le combat continue. Les étudiants et l'opposition appellent au boycott des entreprises proches du pouvoir et d'y ajouter une journée sans achat. Les cafés, bars et restaurants stambouliotes tenaient porte close pour la journée de mercredi. Une journée qui devait servir à affaiblir l'économie turque et à obliger le pouvoir à céder. Mais c'est l'inverse qui se produit. La marque Espresso Lab, qui fait du fast-food et est proche du pouvoir, a attiré des soutiens de l'AKP qui ne viennent traditionnellement pas dans ses enseignes. Le pouvoir judiciaire, à la solde de l'exécutif, fait arrêter toutes les personnalités qui ont relayé l'appel au boycott. Le parquet ouvre des enquêtes pour incitation à la haine et à la discrimination. Le Haut Conseil turc de l'audiovisuel a mis en garde les chaînes de télévision qui relayeraient les appels au boycott. Les universités sont fermées, les administrations aussi, la faute à un congé exceptionnel octroyé par le pouvoir pour prolonger les fêtes de fin de Ramadan. Un moyen de saper le mouvement de contestation et de le couper dans son élan. Bosnie. Milorad Dodik en vadrouille malgré un mandat d'arrêt international. Malgré les poursuites engagées par le pouvoir fédéral bosnien, le président des Serbes de Bosnie, Milorad Dodik, ne semble pas inquiété. Lundi 31 mars, on le retrouve à Moscou devant le tombeau du soldat inconnu. Il faut dire que la Russie est son meilleur soutien avec la Serbie dans son entreprise de sécession. Dans une vidéo postée sur X, il loue, je cite, le leader historique du peuple russe, Vladimir Poutine. Mais ce n'est pas son premier voyage depuis le mandat d'arrêt délivré par le parquet fédéral bosnien le 18 mars. Depuis lors, il s'est rendu en Serbie, accueilli par son ami Alexander Vučić, puis en Israël, où il a pu retrouver son autre ami Viktor Orban et ses alliés d'extrême droite, tous invités par Benjamin Netanyahou pour une conférence sur l'antisémitisme. À Moscou, il a été reçu au Kremlin par Vladimir Poutine. Ce dernier ne lui promet rien de moins que la fin du poste du haut représentant international, dont la responsabilité est de faire appliquer strictement les accords de Dayton. Mercredi 2 avril, il était de retour à Banja Luka, la capitale de la République des Serbes de Bosnie, sans aucune inquiétude. Il faut dire qu'il utilise la police de la Republika Srpska à des fins personnelles pour le protéger des forces de police fédérales. Il n'attend qu'une chose, que les autorités fédérales commettent une faute pour justifier une rupture unilatérale. Interpol n'a pas émis de notice rouge malgré son mandat d'arrêt international délivré le 27 mars. La notice rouge oblige les États membres à localiser et à arrêter le suspect. Orban et Vučić ont poussé pour éviter la notice rouge en arguant que les poursuites étaient purement politiques. La Russie et Israël ne font pas partie de la CPI et la Hongrie devrait entamer la procédure de sortie. Le jeu du chat et de la souris pourrait encore continuer très longtemps entre Dodik et les autorités fédérales bosniennes, même si Dodik semble de moins en moins soutenu au niveau local. Ukraine. L'impossible application du cessez-le-feu. Mardi 1er avril, Ukraine et Russie se renvoyaient la responsabilité de bombardements et ont envoyé des preuves aux États-Unis dans le cadre de la médiation des pourparlers de paix. La semaine dernière, échaudée par les déclarations de Vladimir Poutine demandant la mise sous tutelle de l'administration ukrainienne, Donald Trump a agité le chiffon rouge des sanctions à l'encontre de la Russie. Mais toujours rien à l'horizon de ce côté-là. Le cessez-le-feu sur les infrastructures ne donnait pas de date d'application. Mais la Russie prétend toujours qu'elle ne fait répondre qu'aux attaques. Mais ce n'est que logique puisqu'il est évident que Vladimir Poutine et ses équipes s'efforcent de rendre impossible une paix. À chaque proposition américaine, le président russe, représenté par ses collaborateurs, répondait favorablement, mais à condition. Ce que le journal Le Monde compare à la diplomatie d'Andrei
Gromyko, ancien ministre des Affaires étrangères de l'Union soviétique, ayant servi pendant plus de 30 ans, et dont la tactique était toujours de prolonger les négociations pour noyer le poisson. La Russie demande la fin de l'aide occidentale, la fin des sanctions, le retour dans le système interbancaire SWIFT, qui par ailleurs ne dépend pas des États-Unis, mais de l'Union européenne. Tous ces pourparlers ne servent au Kremlin qu'à rendre les Européens responsables de la poursuite de la guerre, alors qu'il envoie toujours plus de Russes dans le hachoir, une façon de dire qu'il envoie volontairement des soldats dans des missions suicides pour grignoter du terrain. En fait, Vladimir Poutine ne veut rien de moins que la neutralisation et la démilitarisation de l'Ukraine, qu'il pourra ainsi annexer en 2 jours sans résistance. Il réclame aussi le retour aux frontières de l'OTAN de 1997 pour dégarnir le front oriental de l'OTAN et revenir sur des terres qui faisaient partie de l'URSS. Encore jeudi, c'est la ville natale de Volodymyr Zelensky, Kryvyi Rih, près de Kherson, qui a été visée par une bombe à sous-munitions vendredi 4 avril, causant 18 morts, dont 9 enfants, et une soixantaine de blessés. Alors que la Russie prétend avoir visé un restaurant abritant des commandants et des formateurs occidentaux, le missile a touché une zone résidentielle avec une aire de jeu pour enfants. C'était une attaque pour briser des familles. C'est un crime de guerre supplémentaire au tableau des Russes. Des attaques qui surviennent la veille du déplacement d'une délégation franco-britannique à Kiev, chargée de s'entretenir avec l'administration ukrainienne pour faire la liste des besoins dans le cadre d'une future mission de maintien de la paix, mais aussi dans le cadre de la reconstruction. Les Européens ne veulent pas lâcher l'Ukraine. Voilà, c'est ainsi que s'achève la 14e semaine européenne de 2025. Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, abonnez-vous sur votre plateforme préférée, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube ou YouTube Music, et n'oubliez pas d'y laisser votre avis, que ce soit en nombre d'étoiles ou en like. Pour ne rien rater des publications du podcast, suivez Europe Hebdo sur Facebook, Instagram et LinkedIn, et n'hésitez pas à liker, commenter et partager les publications pour en augmenter la visibilité. Et si vous avez une remarque, une question ou une suggestion à faire pour le podcast, n'hésitez pas à vous inviter dans mes messages privés, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous voulez dévorer le nouvel épisode du podcast dès sa sortie, abonnez-vous pour recevoir la newsletter du podcast. Le lien est à retrouver en description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous lundi prochain, 17h30, sur Europe Hebdo.